Donc bonjour, cours sur la dynamique du point. Alors ce cours c'est la suite du cours sur la cinématique. Dans les exercices qu'on a vus en cinématique, la donnée dans certains exercices était la valeur de l'accélération. Et on intégrait deux fois de suite, on trouvait la vitesse en fonction du temps et la position en fonction du temps. Et dans ce cours, on va voir comment on trouve la valeur de l'accélération. Donc c'est tout simplement un lien entre la cause d'un mouvement et l'effet du mouvement. Donc la cause d'un mouvement, ce sont les forces, et l'effet produit des forces, c'est le vecteur accélération. Donc on va voir en fait un lien entre force et accélération. Mais avant de voir cette relation entre la force et l'accélération, il faut que je précise quelques définitions, système, force extérieure, bilan des forces extérieures, référentiel. Voilà, je dois faire quelques rappels. Donc, on y va. Alors, le premier rappel, c'est sur le système. Alors, il faudra toujours préciser ce qu'est le système, ce qu'est le référentiel, les forces extérieures. Il faudra toujours préciser ça avant, quand on fera les exercices. Donc, le système, c'est tout simplement le nom du mobile étudié. On lance un caillou, et bien le système, c'est le caillou. Alors, parfois, ça peut être plusieurs objets en interaction. Donc, le système, dans ces cas-là, c'est l'ensemble des objets. Voilà, mais nous, ça sera toujours des trucs simples, une voiture qui roule, un stylo qui glisse, une pierre qui tombe, etc. Bon, alors, le système, c'est le solide ou les solides qui interagissent que l'on étudie. Alors ensuite, il faut préciser le référentiel. Alors le référentiel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le lieu d'observation du mouvement. Selon le lieu où on se trouve, on n'observe pas le même mouvement. Voilà, on peut prendre quelqu'un qui est dans une voiture et quelqu'un qui est au bord de la route et qui regarde la voiture. Donc la personne qui est au bord de la route et qui regarde la voiture, la personne voit la voiture arriver vers elle. Tandis que la personne qui est dans la voiture, le mouvement de la voiture par rapport à la personne qui est dans la voiture, par rapport à elle, par rapport à cette personne, la voiture est immobile. Donc il faut toujours bien préciser le lieu d'observation d'un mouvement. On aura trois lieux d'observation d'un mouvement. C'est des rappels, je pense que vous connaissez. Le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique et le référentiel héliocentrique. Le référentiel terrestre, tout simplement, l'observateur est sur la surface de la Terre, ou un corps fixé à la surface de la Terre. Par exemple, il est dans une maison ou dans un immeuble, l'immeuble est fixé sur la surface de la Terre. Voilà, donc ça c'est le référentiel terrestre, c'est pour étudier les objets courants, une voiture qui roule, une pierre qui tombe. Ensuite il y aura donc le référentiel géocentrique. Alors comme son nom l'indique, géo, la Terre, centrique, centre, donc le lieu d'observation est un peu abstrait, c'est le centre de la Terre, et donc on imagine que l'observateur est au centre de la Terre. Il ne tourne pas comme la Terre, c'est-à-dire qu'il regarde une étoile au loin fixe, il ne bouge pas. Donc c'est-à-dire que la Terre, elle tourne autour de cette personne. On imagine une surface de Terre transparente et elle tourne autour de cette personne. Alors à quoi sert ce référentiel? C'est pour observer le mouvement des satellites, le mouvement des satellites et de la Lune qui tournent autour de la Terre. Là, dans ce cas-là, on a un mouvement simple, c'est un mouvement circulaire ou elliptique, le mouvement est simple. Enfin, référentiel géocentrique, comme son nom l'indique, héliocentrique, référentiel héliocentrique, donc hélio le soleil, centrique centre, donc l'observateur est au centre du soleil et il observe le mouvement des planètes. Dans ce cas-là, si l'observateur est au centre du soleil, le mouvement des planètes est assez simple, ce sont des ellipses. Voilà, donc je l'ai écrit, donc je lis un référentiel, c'est le lieu d'observation d'un mouvement, ou le solide de référence à partir duquel on observe ce mouvement. Par exemple, un immeuble ou une salle de classe, si le professeur fait une expérience dans la salle de classe. Référentiel terrestre, donc le solide de référence c'est la surface de la Terre, ou tout corps fixé à la surface de la Terre, l'immeuble par exemple. Pour étudier les mouvements courants, bille qui tombe, voiture qui roule. Référentiel héliocentrique, donc solide de référence, le centre du Soleil. On étudie le mouvement des planètes. Référentiel géocentrique, donc solide de référence. Alors si on veut être précis, c'est un repère à trois axes qui ne tourne pas, dont l'origine est le centre de la Terre, et les trois axes dirigés vers trois étoiles fixes. Bon, ça c'est pour être précis. Mouvement étudié, mouvement de la Lune et des satellites. Alors ensuite,
ce qu'on appelle les forces extérieures et le bilan des forces extérieures. Alors ce qu'on appelle les forces extérieures, on a notre système, une voiture qui roule, et bien ce système, hein, la voiture, elle est soumise à des forces, hein, l'attraction terrestre, bon, la réaction du sol. Voilà, si on prend un ascenseur, par exemple, un ascenseur qui monte, eh bien cet ascenseur qui monte, il est soumis à deux forces, l'attraction terrestre et le câble qui le tire vers le haut, hein, la force exercée par le câble sur l'ascenseur. Voilà, ça on appelle ça des forces extérieures au système. Donc ce sont les forces, ce sont les corps qui sont autour du système et qui agissent d'un point de vue des forces sur le système étudié. On appelle ça les forces extérieures. Et le bilan, c'est recenser. Hein. Recenser les forces. Alors qu'est-ce que. Voilà. On recense toutes les forces qui s'exercent sur le système, sur le corps étudié. Alors voilà, j'ai pris ce système-là. C'est une vue de dessus, on a un solide assez léger, et puis il y a trois personnes qui tirent dessus. Hein. La personne F2, elle tire beaucoup, et la personne F1, elle tire moins. Et puis chacune avec des directions bien précises. Eh bien, si le bilan des forces, eh bien, c'est de recenser ces forces. Eh bien, on va dire que ce solide est soumis à trois forces, F1, F2, F3. Et on note ça comme ça, hein, BF en rouge. Voilà, F1, F2, F3. On met la liste des forces, voilà, avec des virgules. Alors maintenant, la somme des forces extérieures. Alors c'est un vecteur, hein, la somme des forces extérieures. Alors, donc on va voir ce que c'est que ce vecteur. Et bien tout simplement, on va faire la somme vectorielle des trois forces F1, F2, F3 pour que vous voyez un exemple. Alors, donc ça se note comme ça. Hein. Sigma ça veut dire somme, Fx. Mais ça, vous voyez, il y a une flèche, donc ça veut dire que c'est un vecteur. Et donc on va chercher ce vecteur. Hein. Quel est le vecteur somme des forces extérieures? Et bien pour ça, il faut faire la somme vectorielle suivante. C'est-à-dire qu'il faut mettre les flèches F1, F2, F3 bout à bout. Voilà, donc on l'écrit d'abord avec une égalité. Hein. La somme des forces extérieures, eh bien c'est vecteur F1 plus vecteur F2 plus vecteur F3. Et le plus, là, en fait, hein, ça veut dire qu'on met les flèches bout à bout, on obtient une figure géométrique. Hein. Donc je prends la flèche F1 et je la mets ici. Voilà. Je prends la flèche F2 et je la mets au bout, ici, comme ça. Voilà. Et je prends la flèche F3, hein, la force F3, et je la mets là. Voilà, et le vecteur résultant, pour le tracer, on part du début de notre construction et on joint la fin de notre construction. Voilà, donc on obtient cette flèche-là. Et cette flèche-là, c'est la somme des forces extérieures. Ça correspond à ce vecteur-là, hein, que je note. Bon, je pourrais le noter comme ça, mais je le note tout simplement F. D'accord? Donc c'est égal à F, hein, ici. Voilà, la somme des forces extérieures est égale à F. Alors bien sûr, là j'ai commencé par faire la construction avec F1, puis j'ai rajouté F2, puis j'ai rajouté avec F3. Mais si je commence par F2 et ensuite je mets F1 et F3, on va obtenir exactement la même chose. Hein. Voilà, je commence par F2, ensuite je mets F1 et ensuite je mets F3. Je trace le vecteur qui part du début de ma construction et qui joint la fin de ma construction. Voilà, j'obtiens une flèche identique à celle-là. Hein. Voilà. Donc là, l'ordre n'a pas d'importance. Hein. On peut faire F2 plus F1 plus F3. Autre cas, deuxième exemple. Ce que je fais, je prends exactement les mêmes forces, mais j'allonge un peu F1. Voilà. F2 et F3 sont les mêmes. Voilà. Voilà. F1, vous voyez, il est plus grand que F1. Et donc, je fais la même chose. Donc, je mets... voilà. Je fais la somme. Voilà, donc je l'ai fait directement, hein, F1, F2, F3, voilà, donc F1, F2, F3, et là vous voyez que je reviens à mon point de départ. Hein. C'est logique, puisque vous voyez, F1 là était petit, et je l'ai rallongé, d'accord? Donc, je reviens à mon point de départ, et quand on revient au point de départ, eh bien, le vecteur résultant, hein, le vecteur somme des forces extérieures, eh bien, si on vient au point de départ, c'est le vecteur nul. Voilà, le vecteur nul. Voilà, donc ça, c'est important, bilan des forces, le vecteur somme des forces extérieures, c'est important. Alors, vous avez quelques forces à connaître, en plus des forces, des forces qui sont intuitives, si vous voulez. Hein, quand mon doigt appuie sur ma main, comme ça, la force exercée par mon doigt sur ma main, c'est une force qui va par là. D'accord? Bon, à part ce genre de force un peu intuitive, il faut connaître certaines forces. Alors, vous devez connaître la force point d'un corps, bon, c'est des révisions. Hein. Donc le poids, c'est une force, hein, contrairement au langage courant où on parle du poids d'une personne, et là on veut dire en fait la masse, hein, des kilogrammes. Le poids, c'est une force. C'est tout simplement la force d'attraction de la Terre sur un corps. Hein. Voilà, donc là j'ai la Terre,
j'ai un corps à côté, voilà, donc G c'est le centre de gravité du corps, hein, c'est le centre du corps, et bien, donc corps A de masse M de centre de gravité G, et bien ce corps A, il est attiré, voilà, par la Terre, d'accord. Donc on écrit, hein, c'est la force exercée par la Terre sur le corps A. Mais plutôt que d'écrire ça, c'est un peu compliqué d'écrire F de Terre sur A, on écrit P, voilà. On écrit tout simplement P. Voilà, alors, vous devez savoir la formule de P. P, c'est la masse du corps fois G, G étant le champ de pesanteur. Hein. Donc, autour de toute planète, hein, du fait de sa masse, elle engendre un champ de pesanteur. Et la propriété de ce champ de pesanteur, c'est que si on met une petite masse, il est attiré vers le centre de la planète. Hein. C'est la propriété qui en découle. Alors le vecteur G, bon, il faut connaître ses caractéristiques, il est dirigé vers le centre de la Terre, et plus on est proche du centre de la Terre, plus il est élevé, hein, plus le pouvoir attracteur de la Terre est grand, hein, c'est ça que ça veut dire. Voilà, voilà, donc là je mets, donc là il n'y a pas de corps ici, hein, c'est simplement un point M dans l'espace, j'ai pas mis de masse, mais il y a un champ de pesanteur, et ce champ de pesanteur, donc on le représente par un vecteur qui est vers le centre de la Terre, qui est voilà, dirigé vers le centre de la Terre. Et la valeur, la valeur du champ de pesanteur est plus grand en M1 qu'ici, parce qu'on est plus proche du centre de la Terre. Hein, on est plus proche de la Terre. Au contraire, si je me mets très loin de la Terre, eh bien voilà, j'ai un petit champ de pesanteur. Et si je me mets très loin de la Terre, eh bien le champ de pesanteur est nul, et concrètement ça veut dire que si je mets une masse à ce point-là, elle ne sera pas attirée. Hein, c'est cohérent, si on est très loin de la Terre, le pouvoir attracteur de la Terre est nul, hein, devient nul. Voilà, alors les unités P en newton, la masse en kilogrammes, G on appelle ça le champ de pesanteur. Alors le G sans flèche, hein, on appelle ça l'intensité du champ de pesanteur, ça vaut 9,81 au niveau de la surface de la Terre, mais ça on vous le rappellera. Et sa valeur est d'autant plus importante que l'on se retrouve près de la planète. Très bien. Alors maintenant, les forces de frottement. Alors j'ai un mobile qui descend mais qui frotte. Hein, le support est rugueux et ça glisse pas bien, ça frotte. Donc on essaye de représenter cette force. Donc cette force, eh ben, c'est la force qui est exercée par le support sur le mobile à ce niveau-là, hein, ici. Donc ici on a plein de petites forces qui frottent. On représente ça avec une seule force. Le point d'application de la force, c'est le centre de la surface de contact, et c'est toujours opposé à la vitesse. Hein. Vous voyez, la force, elle s'oppose au mouvement, donc on représente ça comme ça. Donc c'est la force exercée par le support sur le mobile. Alors on pourrait écrire comme ça, hein, c'est la façon rigoureuse de l'écrire, mais c'est trop long. On écrit ça petit f, d'accord, hein, F comme frottement. Alors il existe aussi une autre force de frottement, hein, quand le solide descend, les molécules d'air ici frappent, hein, voilà, les molécules d'air empêchent la descente du mobile, et bien donc on a aussi une force de frottement ici, qu'on va représenter au centre de la surface de contact avec l'air, c'est-à-dire ici, et qui est opposée à la vitesse, donc comme ça. Voilà, qu'on appelle F1, qu'on appelle petit f. Voilà, donc voilà, ça il faut connaître, on étudiera, bon, ça dépend des cas, soit la force de frottement, soit celle-là, hein, donc un frottement solide ou un frottement fluide. Alors, il va de soi que dans ce cas-là, F1 est très petit devant F. Hein. S'il y a frottement quand un solide glisse, comme ça, c'est pas l'air tellement qu'il arrête, c'est surtout le sol rugueux. En revanche, quand on a un saut en parachute, eh bien, la force de frottement de l'air est importante. Alors, frottement solide, frottement fluide, d'accord. Alors, voilà ce que vous devez retenir. Ce que vous devez retenir, il faut savoir les dessiner, il faudra dessiner ces forces. Son sens est opposé à celui de la vitesse. Alors ensuite, le mobile, le support crée une autre action sur les mobiles. Hein. Le support crée deux actions, deux forces en quelque sorte. Hein. Eh bien, le support empêche que le mobile s'enfonce dans le support. Hein, le support s'oppose au fait que le mobile aille plus bas. S'il n'y avait pas le support, le mobile descendrait. Comme il y a le support, voilà, le mobile ne s'enfonce pas, hein, il est dur. Voilà, et donc ça se représente par une force, donc normale, ça veut dire perpendiculaire, au support. Hein. Voilà. Donc cette force représente l'action du support, mais cette fois-ci orthogonale, hein, ça c'est
l'action du support tangentiel, là c'est l'action du support orthogonal, sur le mobile. D'accord. Alors on pourrait le noter comme ça, mais c'est trop compliqué, on le note comme ça, R comme réaction, et N comme normale, la réaction du support, et c'est toujours perpendiculaire au support. Alors cette réaction, elle est présente que si le mouvement est immobile ou pas immobile. D'accord, elle est toujours là. Voilà, donc ça il faut connaître. Alors son sens est perpendiculaire à celui de la vitesse, la vitesse est comme ça, voilà, dans le sens du mouvement si vous voulez, perpendiculaire. Alors bien sûr, en s'éloignant du support, vers le mobile, pas vers le bas, d'accord, vers le support. Eh bien vous allez faire les exercices 1 et 2, je mets les énoncés, voilà, vous mettez en pause et vous faites les exercices 1 et 2. Alors je corrige. Alors on étudie le mouvement d'une luge qui descend une pente, on ne néglige pas les forces de frottement. Quel est le système étudié? Bon, le système étudié c'est la luge. Alors on note ça comme ça, entre accolades. Luge. Voilà. Quel est le référentiel d'étude? Eh bien le référentiel d'étude c'est le référentiel terrestre. Référentiel terrestre. Et puis on ajoute galiléen, donc on verra après pourquoi je dis ça. J'en parlerai après. Galiléen, référentiel terrestre galiléen. Tous les référentiels qu'on étudie seront galiléens. Faire le bilan des forces exercées au système. Donc 3, on écrit BF, bilan des forces. Alors, donc là on réfléchit. Donc la luge elle descend, elle est soumise à l'attraction de la Terre, ça y est toujours, donc P. Voilà. Et puis, donc, elle est sur un support, donc Rn, la réaction du support, Rn. Rn. Et alors, il faut regarder si on néglige les frottements ou pas. On ne néglige pas les frottements, donc petit f. Et une fois que vous recensez, il faut les dessiner. Donc, on a, sur le schéma, on a la luge qui est comme ceci. Voilà. Alors, le P, alors le vecteur P, on essaie de le mettre au centre du mobile, au centre de gravité du mobile, on fait au mieux. Voilà, vertical vers le bas, toujours, bien respecter la direction et sens, ça c'est le vecteur P. Rn perpendiculaire au support, donc bon, la surface de contact c'est ça, donc on va faire à peu près ça, allez. Rn, donc là il n'y a pas d'échelle, donc on prend au hasard, mais il faut bien les dessiner, c'est important. Et ensuite F, alors on ne s'occupe pas bien sûr de la force de frottement, là ce qui est important c'est la force de frottement, on ne s'occupe pas de la force de frottement de l'air, ce qui est important c'est la force de frottement due à la neige, due à la descente, donc due à la piste, donc le vecteur F qui s'oppose à la vitesse, qui s'oppose au mouvement, comme ceci. Voilà, ça il faut bien savoir faire ce genre de choses. Et bien voilà pour l'exercice 1, et bien vous mettez en pause et vous faites l'exercice 2. Bon, alors, on étudie le mouvement d'un ascenseur pendant sa courte phase d'accélération, c'est-à-dire que quand il passe de l'arrêt à une certaine vitesse, puis ensuite il monte à vitesse constante. Bon, c'est les mêmes questions. 1, 2, 3, 4, c'est pareil, il n'y a que la 5 qui est différente. Bon, alors donc on y va. Alors le système, eh bien c'est l'ascenseur. Hop, entre accolades. Ascenseur. Le référentiel terrestre galiléen. 3. Bilan des forces. Alors, on réfléchit. L'ascenseur, ce qu'on étudie, c'est l'ascenseur, seulement d'ascenseur. Eh bien, l'ascenseur, il est soumis à son poids, il est attiré par la Terre. Et pourquoi l'ascenseur est soulevé? C'est parce que le câble le tire. Donc, la force exercée par le câble, donc le système, j'ai pas mis ascenseur plus câble, j'ai mis ascenseur, c'est juste la cage métallique. Donc, le câble, c'est un élément extérieur à l'ascenseur. Donc F de câble sur ascenseur. Ascenseur. Et cette force, pour simplifier, je vais l'appeler F. Ça sera plus simple. Voilà, 1, 2, 3. Il faut les représenter. Très bien, on les représente. Voilà. Donc,
Voilà, ça c'est le câble. Alors, le poids, centre de gravité, c'est ici, le poids P. Voilà. Et le câble, il tire ici, hein, le point d'application c'est là, et il faut que la flèche de cette force F soit plus grande que P, d'accord, parce que sinon ça ne monte pas, d'accord. Donc il faut que F soit plus grand que P, hein. Il faut que ça soit logique quand même. Voilà, hein, j'ai représenté les forces. Alors maintenant la dernière question, construire sans tenir compte d'échelle le vecteur somme des forces extérieures, dessiner ce vecteur à côté du schéma. Bon, ben on fait la somme des vecteurs, la somme des forces extérieures, somme des forces extérieures, eh bien c'est égal au vecteur P, alors ça c'est la quatrième question, hein, plus le vecteur F, hein, vectoriellement. Alors, eh bien, je vais dessiner le vecteur F, donc je le prends, je fais la même distance, hein, bon, voilà, comme ça. Voilà, hein. Ça c'est le même vecteur, hein. C'est pas parce que je l'ai déplacé que c'est pas le même vecteur, hein. Le vecteur c'est une flèche, hein, donc la direction est la même, le sens est le même, la longueur est la même. Voilà, et au bout de F, je mets P. Voilà, on va faire comme ça à peu près. P. Et donc le vecteur somme de force extérieure, c'est le vecteur qui part du début de ma construction et qui joint la fin de ma construction. Donc ça, c'est le vecteur somme des forces extérieures. Voilà. Alors, on va voir pourquoi c'est important ça, hein. C'est important pour le vecteur accélération. Donc on continue le cours. Alors, justement, donc on va voir le lien entre le vecteur somme des forces extérieures et le vecteur accélération. Et bien ce lien il est assez simple, regardez, c'est celui-là. Donc le vecteur accélération, multiplié par la masse du système, eh c'est égal au vecteur somme des forces extérieures. Et c'est comme ça qu'on connaît le vecteur accélération. Donc il faut tout simplement, pour trouver le vecteur accélération, diviser somme des forces extérieures par m. Voilà d'où vient le vecteur accélération. Donc ça c'est une formule très importante, hein, c'est une des formules les plus importantes de la chimie, de la physique, hein, peut-être la plus importante même. Isaac Newton, hein, qui l'a trouvé il y a 300 ans à peu près. Voilà, donc formule extrêmement importante puisqu'elle permet de décrire le mouvement des corps, hein. Cette formule relie la cause des mouvements, les forces, à l'effet produit, c'est-à-dire le vecteur accélération. Voilà, parce qu'une fois qu'on connaît le vecteur accélération, on connaît la vitesse et la position. Bon, oui, alors, ici j'ai mis un point G, parce que, en toute rigueur, c'est l'accélération du centre de gravité, hein. Voilà, mais je ne vais pas à chaque fois dire G, hein, voilà, je mets, donc la flèche elle est sur le A, hein, d'accord. Je ne mettrai pas le G, hein, je mettrai MA, hein, et ça égale somme des forces extérieures. Bon, voilà, donc M c'est la masse du système, AG c'est le vecteur accélération du centre du système, bon d'accord, bon, pour nous ça sera l'accélération du système, on simplifie un peu, et puis bon, somme des forces extérieures, on l'a vu, ce vecteur, c'est bon, la valeur c'est en newton. Alors, donc ça c'est l'unité, alors qu'est-ce que je mets, newton, ah oui. Donc ça c'est des newtons, oui c'est pour l'homogénéité des formules, pour l'analyse dimensionnelle, hein, donc effectivement cette formule elle peut être utile pour ça, c'est-à-dire que parfois on a besoin de décomposer l'unité newton en unité du système international. Donc les forces c'est des newtons, mais on peut dire que les newtons qu'est-ce que c'est, c'est des kilogrammes, hein, la masse, multiplié par l'unité de l'accélération qui est mètres secondes carré, hein, c'est ce que j'ai marqué ici. Voilà. Donc voilà la décomposition des newtons en unité du système international. Voilà, cette formule elle peut être utile pour ça. Alors voilà, ça c'est l'histoire de Galiléen, donc je vais être assez rapide, hein, donc on étudie ça surtout quand on fait des études de physique, mais voilà, on va dire simplement ça au lycée. Donc les référentiels pour lesquels la deuxième loi de Newton est valable sont appelés référentiels galiléens, c'est pour ça que je mets toujours faut mettre référentiel galiléen. Concrètement, ce sont soit des référentiels immobiles ou animés d'un mouvement rectiligne uniforme, en tous les cas pendant la durée du mouvement étudié. D'accord ? Parce qu'en toute logique, par exemple, le référentiel terrestre, il n'est pas immobile et il n'est pas animé d'un mouvement rectiligne uniforme. En toute rigueur, un point du référentiel terrestre tourne, hein, il tourne autour du centre de la Terre, autour de l'axe, hein, nord-sud. Mais en général, on étudie par exemple une bille qui tombe. Si on étudie une bille qui tombe, la surface de la Terre n'a quasiment pas bougé, on peut dire qu'il est immobile, hein, c'est ça l'idée. Bon, on passe, alors voilà, on va faire des exercices maintenant. Alors, je fais un exercice ou deux, je ne sais plus, un exercice, puis après c'est vous.
Alors, je lis. On a une bille de 100 grammes qui est lancée verticalement vers le haut. Hein, donc, hop, comme ça, vers le haut. Elle est lancée à partir d'une hauteur de 1,60 m. Sa vitesse initiale, c'est 20 mètres par seconde. On ne tient pas compte des forces de frottement de l'air. Établir l'expression du vecteur accélération. Alors, voilà, ça, c'est les questions. Bon, hop, hop, voilà. Et on a ça comme... dans l'énoncé. Voilà, donc là on voit la position initiale, la vitesse initiale, voilà, ça c'est la hauteur h, hein, d'ici à ici, on a 1,60 m, voilà. Bon, alors, il y a un plan qu'il faut respecter, et ce plan, le plan est suivant, donc il faut toujours écrire, donc système, référentiel, bilan des forces, on dessine les forces, et on écrit F égale MA. MA égale somme des forces extérieures. Donc il y a toujours ces 5 choses à faire. Hein, toujours. Donc on y va. Donc le système, c'est la bille. Système bille. Le référentiel terrestre. Alors galiléen, vous pouvez mettre comme ça, hein, galiléen entre parenthèses. BF, alors on réfléchit. Donc alors quand on fait le bilan des forces, ça c'est très important, vous faites le bilan des forces quand la bille elle est au milieu de son mouvement. Quoi, elle est dans son mouvement. Pas au tout début et pas à la fin. Au tout début, pourquoi? Parce que c'est ambigu. Il y a la personne qui tient la bille. Donc là, il y a une force, c'est ambigu. Mais nous, on étudie le mouvement à partir du moment où la personne lance la bille. On étudie le mouvement à partir du moment où la bille n'est plus en contact avec la main. Donc bref, il faut toujours faire le bilan des forces quand la bille est en plein milieu de son mouvement. D'accord? Donc la bille, elle est toute seule dans l'air. Bon, elle monte ou elle descend. Hein, bon, voilà. Mais elle est toute seule dans l'air. Alors qu'est-ce qu'il y a comme force? Il y a les forces de frottement de l'air qu'on néglige et le poids. Donc il n'y a que le poids finalement. Voilà, puisqu'on néglige les forces de frottement. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on dessine la bille en plein milieu de son mouvement, donc par exemple ici, et on dessine le poids, le vecteur poids. Voilà, ne pas oublier de faire ça. Hein. Bon, et ensuite on applique, alors on appelle ça, en fait, oui j'ai oublié de dire, la formule MA égale somme des forces extérieures, soit on appelle ça la deuxième loi Newton, soit on appelle ça le principe fondamental de la dynamique, hein, comme vous voulez. Donc on applique la deuxième loi Newton, donc MA égale somme des forces extérieures. Eh bien, somme des forces extérieures, il faut additionner toutes les forces qu'il y a dans le bilan des forces, donc il n'y a que P, donc MA égale P. Or, on sait que P c'est mg, donc on met MA égale mg, et à chaque fois qu'on met un nouveau vecteur, il faut le dessiner. Et G, c'est un vecteur qui est vertical, quoi, vers le centre de la Terre, donc ici vertical, vers le bas. Donc on le représente, je l'ai représenté là, mais j'aurais pu le représenter n'importe où, parce qu'il n'est pas forcément appliqué à un corps, hein, il est dans l'espace. Très bien, et donc on supprime M à gauche et M à droite, donc on a A égale G. D'accord. Et vous voyez, la valeur c'est 9,81, et dans les exercices, souvent dans les exercices de cinématique, je mettais que l'accélération AZ était égale à la valeur, c'était 10. Vous voyez, ça vient de ça en fait, hein. Parce que G ça vaut 9,81. Voilà, hein, G, je vous ai mis la valeur de G. Bon, alors voilà, ça c'est la question 1. J'ai établi l'expression du vecteur accélération. Alors sauf que la petite flèche ici, là, elle est au-dessus, hein, d'accord, hein, ça c'est au-dessus, hein, c'est un vecteur. Voilà. Bon, ensuite, deuxième question. Alors, maintenant, l'objectif est toujours le même, trouver la vitesse et la position. Donc du coup, ça, il va falloir le projeter dans un repère. D'accord. Donc ça, je vais peut-être faire un rappel sur la projection des vecteurs dans un repère, parce que c'est un peu délicat, et souvent vous vous trompez. Alors là, c'est important ce que je dis. Voilà, donc projection de ces vecteurs dans le repère OZ, hein, dans ce repère-là, OZ. Donc là, je fais une petite parenthèse, donc je clique ici, et on voit comment on projette un vecteur dans un repère. Alors voilà, j'ai mis 3 points d'exclamation en rouge, parce que ce que je dis là, c'est vraiment important, c'est un peu confus, sinon Voilà, il faut faire attention, il faut être rigoureux, sinon la résolution elle est mal écrite, voilà, donc il faut être très rigoureux. Bon, alors on y va. Donc j'ai un repère, voilà, avec qui est gradué en newton ici, hein, fx, fy, j'ai des vecteurs unitaires, hein, donc là ça vaut 1 newton si vous voulez, et j pareil. Alors j'ai cette force, et je veux mettre les coordonnées de je veux exprimer ce vecteur de différentes façons, hein, toutes les façons possibles. Voilà. Donc ce vecteur, on va dire qu'il a 2 composantes, une composante horizontale qu'on appelle fx, et une composante verticale qu'on appelle fy. Donc la première écriture possible, c'est ça. Hein. Donc si j'additionne le vecteur fx avec le vecteur fy, j'obtiens le vecteur f. Hein.
Écriture possible pour le vecteur f. Deuxième écriture. Ce vecteur-là, hein, la flèche fx, je peux dire que c'est 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois le vecteur i, 8i, où 8, c'est la coordonnée fx, voilà, fx, i, et fx valant 8, hein, plus 8. La même chose pour fy, et fy vaut combien? 1, 2, 3, 4, mais attention, là, fy, ce point-là est négatif, hein, l'ordonnée est négative. Hein, alors on peut le voir aussi comme ça. Le vecteur f est opposé au vecteur unitaire j, ou à l'axe fy, donc fy négatif. Voilà, donc voilà une écriture possible. Ou ce qu'on peut faire, c'est carrément préciser les valeurs de fx et fy, hein, c'est-à-dire 8 et moins 4. Voilà. Ah voilà, on peut le mettre comme ça aussi, plus court. Okay. Ou on peut mettre comme ça, 8 et moins 4. D'accord. Alors, voilà, bien sûr, hein, 8 et moins 4. Voilà toutes les façons possibles d'exprimer le vecteur f. Alors, on peut carrément dire fx égale 8 et fy égale moins 4. Voilà, tout ça, c'est équivalent. Alors maintenant, vous aurez des dessins et le vecteur, il ne sera pas mis à l'origine du repère. Vous aurez un dessin, voilà, puis vous aurez des flèches partout dessus. Bon, il faut être capable de donner l'expression vectorielle de ce vecteur. Donc ce vecteur, tout se passe comme si on le place à l'origine du repère. Hein, ce qu'on fait, on fait ça. Voilà. Hein. Donc on va mettre les coordonnées. Et donc par la pensée, on le met là, et ensuite on projette. D'accord, donc on projette. Donc, alors son abscisse, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, donc moins 5, et puis 1, 2, 3, et moins 3 pour l'ordonnée. D'accord. Voilà, moins 5, moins 3. D'accord. Alors maintenant, celui-là. Alors ça sera souvent dans cette leçon, comme on aura des mouvements rectilignes, les vecteurs, ils seront horizontaux ou verticaux. Ça sera plutôt pour la leçon d'après, hein, les mouvements plans. Là, on aura plutôt des vecteurs comme ça, hein, verticaux, horizontaux. Donc pareil, ce vecteur, il faut savoir l'exprimer. Donc, les différentes façons. Donc, F2, eh bien, donc, on imagine qu'il est ici, hein, comme ça, ici, là, voilà. Ici, donc 4 newtons, hein, donc 1, 2, 3, 4, il va jusqu'à moins 4, l'abscisse moins 4. Donc, il n'y a pas de J, bien sûr, hein, puisque FY est nul pour le vecteur F2. Donc, voilà, ça, c'est une première façon. Deuxième façon, moins 4i, hein, puisque l'abscisse du point, c'est moins 4, hein, l'abscisse de l'extrémité, c'est moins 4. Voilà. Ou alors fx égale moins 4, c'est ça que j'ai mis. Fx égale moins 4 newtons. Tout ça, c'est pareil. Alors, je vais faire une petite remarque. La norme de ce vecteur, ça se note comme ça, un double flèche, F2, 4. D'accord. Alors, on peut aussi noter la norme de cette façon-là, sans la flèche, on met F2 tout court. Voilà, sans la flèche. Et donc, du coup, ce qu'on fera dans les exercices, parce qu'on n'aime pas, dans les exercices, les profs de physique, ils n'aiment pas mélanger les lettres avec les nombres. Ils aiment bien mettre que des nombres ou que des lettres. Hein, on aime bien les expressions littérales. Donc, en général, on n'écrira pas, fx égale moins 4, mais on écrira fx égale moins f2, hein, parce que f2, ça vaut 4. Voilà, donc ça, je le mets en rouge. Voilà comment j'écrirai. Donc ça, il faut rapidement, quand vous voyez ça, là, ça, et que vous avez l'axe, vous avez un axe des abscisses fx, ou x, l'axe des abscisses, il faut être capable de dire que l'abscisse de f2, c'est moins f2, c'est-à-dire fx égale moins f2. C'est-à-dire, alors pourquoi? Parce que la flèche ici est opposée à l'axe des x, et la valeur de cette flèche, ça vaut f2. Voilà. Alors je reviens maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux projeter correctement. Donc je reviens ici. Donc, alors je vais dire que ce vecteur, c'est égal à ax, i, et ce vecteur-là, c'est égal à gx, i, ax et gx étant les coordonnées. Hein. Oui, pardon, pas x, z, hein, excusez-moi, hein, puisque c'est l'axe des z. Hein. AZI et GZI, d'accord? AZ et GZ étant les coordonnées. Hein. Alors ça peut être positif ou négatif. Hein. Alors je vais enlever les I, hein, donc j'ai AZ égale GZ. Voilà. Alors AZ, c'est ce que je cherche. Hein, parce qu'une fois que j'aurai AZ, je vais intégrer pour trouver VZ et j'intégrerai ensuite pour trouver Z. Donc ça, c'est toujours mon inconnu, je le laisse. Alors maintenant, GZ, c'est une donnée.
Gz, c'est la coordonnée du vecteur g. Alors g est orienté vers le bas, hein, opposé au vecteur inter petit i, donc Gz va être négatif, et sa valeur, ben, ça vaut 10. Donc je pourrais écrire moins 10, mais je vous ai dit, on écrit la norme. Hein, sa norme c'est 10, donc on va écrire moins g. Vous voyez, voilà, donc j'ai mis, alors j'ai été progressivement, donc moins 10, ok, mais on écrit moins g. Ok. Voilà, et à partir de maintenant, vous voyez, on en est au point du cours sur la cinématique, où on a l'expression, la valeur de l'accélération, et on va intégrer 2 fois. Voilà. Voilà, donc la question 2, elle est longue, hein, vous voyez, parce qu'il faut projeter pour avoir AZ, et ensuite il faut intégrer 2 fois, donc c'est une longue question. Donc on y va, on intègre une fois, donc on met d'abord la relation entre l'accélération et la vitesse, hein, puisqu'on cherche la vitesse, et on intègre ça, donc ça va faire Vz égale moins Gt plus constante. Alors la constante, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse initiale. Alors il faut quand même faire attention au signe, hein, au sens du vecteur. Hein. Le vecteur est orienté comme l'axe au z, hein, comme le vecteur unitaire petit i. Donc ça va faire plus V0, hein, parce que je vous rappelle que la constante d'intégration, c'est Vz à t égale 0. Hein, donc ça peut être négatif éventuellement. Voilà, donc moins Gt plus V0, hein, la constante d'intégration, c'est la vitesse initiale, la coordonnée de la vitesse initiale. Bon, et bien maintenant on met V égale au m point, hein, voilà, V égale au m point, et on intègre ça. Donc ça fait moins 1,5 de Gt2 plus V0t plus l'abscisse de la position initiale. L'abscisse de la position initiale, c'est H. D'accord, hein, ce point-là, il est à une hauteur H. Voilà. Alors on peut mettre les valeurs. Ok. Bon, alors voilà. Bon, voilà. Là j'ai fini la question 2. Voilà, j'ai enfin fini. Bon, précisément, là j'ai fini la question 2. Alors maintenant, quelle est l'altitude maximale atteinte par la bille? Bon, c'est toujours pareil, vous avez toujours une petite question après. Bon, bah, il va falloir, on fait ça en 2 étapes. Il va falloir trouver la durée de la montée. Hein, et cette durée de la montée, on va l'obtenir en disant que quand la bille est à son altitude maximale, bah, sa vitesse est nulle, parce qu'ensuite elle redescend. Donc du coup, on va dire que Vz égale 0 quand la bille est à son altitude maximale. Et cette date, on va l'appeler T1. Alors, quand la bille atteint l'altitude maximale, sa vitesse est nulle. Donc ici, on va mettre 0 et ici, on va mettre T1. Voilà, donc on résout, donc on trouve V0 sur G. Voilà, et on applique. Voilà. Et ensuite, cette durée, on la met dans l'altitude, hein, dans la position. Donc on écrit Z de T1 et on écrit Z de T1 là-dedans et on remplace. Voilà. Voilà. Bon. Et bien voilà. C'est fait. Alors voilà, ce qu'il faut retenir maintenant. Voilà, donc ça, par cœur, ça sera toujours pareil. Hein, vous retenez la rédaction. Ça, il faut aussi retenir qu'on représente les vecteurs sur les schémas. On retient aussi toute cette... donc il faut... Alors, j'aurais dû encadrer aussi projection. Il faudra toujours écrire projection dans le repère donné. Et puis... alors, voilà, ça, je ne l'écrirai pas. Hein, d'accord, hein, j'écrirai de là. J'écrirai directement de là. D'accord, hein, ça, je ne l'écris plus. Hein, d'accord, donc j'espère que vous comprenez le principe. Hein, quand on sera là, ben, ce qu'on cherche, c'est AZ. Le vecteur G, eh bien, je sais que sa projection, sa coordonnée, c'est moins G, et j'écrirai hein, directement. Voilà, donc tout ça par cœur. Et bien, vous faites l'exercice 3, vous mettez en pause et vous faites l'exercice 3. Alors, je le corrige. Exercice 3. Hop. Alors, Sylvain lance son stylo sur une table horizontale. Celui-ci glisse sur la table puis s'immobilise. Au début du glissement sur la table, la vitesse du stylo est de 60 cm par seconde. On étudie le mouvement du stylo. Sa masse vaut 20 grammes. La force de frottement entre la table et le stylo est supposée constante et vaut cette valeur. Le poids du stylo et la réaction du support se compensent. En effet, donc le stylo ne s'enfonce pas dans la table et il n'est pas non plus soulevé par la table. Donc ça veut dire que Rn et P ont la même longueur.
exprimer le vecteur accélération du stylo. Voyez, donc, voyez, vous aurez ces questions-là, on ne vous dira pas quel est le système, etc. etc. Hein, donc là, il y a tout un truc à apprendre par cœur. Donc, il ne faut pas tout de suite dire A égale. Vous voyez. Donc, il faut d'abord préciser donc, le système. Alors, on écrit système de point stylo. Référentiel. Alors, dans ce cas-là, c'est le référentiel terrestre galiléen, entre parenthèses galiléen. Alors ça ne sera pas le référentiel terrestre quand on étudiera le mouvement de la Lune par exemple, là ça sera le référentiel géocentrique. Quand on étudiera le mouvement de la planète Mars, donc qui tourne autour du Soleil, là ça sera le référentiel héliocentrique, bon, etc. etc. BF, un bilan des forces. Eh bien, donc le mieux, c'est quand même de faire un petit schéma. Donc, on a la table qui est comme ça, notre stylo qui est comme ça, qui glisse. Voilà, notre stylo qui est comme ça. On va faire ça, ça c'est le mouvement, le sens du mouvement. Voilà. Alors, on dessine les forces. Alors, le poids, bien sûr, le poids. Voilà, le poids P. On vous dit dans l'énoncé que la réaction du support, donc la réaction du support, et la réaction des supports, il ne faut pas la faire plus petite que cette force-là, parce que sinon on la fait plus petite, ça veut dire que le stylo il s'enfonce dans la table, et ce n'est pas vrai, donc à peu près, hein, voilà. Donc ça c'est Rn. Voilà, et bien sûr le frottement, puisque on vous dit qu'il y a un frottement, donc petit f. Voilà, voilà les trois forces, hein, il n'y en a pas d'autres. Donc je recense, donc je mets P, virgule Rn, virgule F. Voilà, alors on vous demande d'exprimer le vecteur accélération, donc maintenant eh bien, on écrit MA égale somme des forces extérieures, MA égale donc P plus Rn plus F. Et dans l'énoncé, on vous dit que ces deux forces se compensent, donc égale vecteur nul, donc du coup on a MA qui est égal à F. Donc du coup A est égal à F sur M. Voilà, voilà la première question. Établir les équations horaires du mouvement. Bon, bah là, il va falloir projeter, donc on prend un axe OX, comme ça, voilà. Donc on écrit projection dans le repère OX, voilà. Donc il faut projeter ça. Alors, la coordonnée, donc on va mettre les coordonnées, hein, les expressions des coordonnées. Donc là, ça sera toujours AZ, parce que c'est notre inconnu, c'est ce qu'on cherche. Hein. Donc on écrit AZ. Alors, le vecteur F, son sens est opposé à celui de l'axe, ou est opposé au vecteur unitaire petit i. Donc la coordonnée est négative, et la valeur, mettons que ça soit 3 newtons, et donc c'est la valeur de F, donc moins F. Moins F, ça c'est pour la projection de ça, divisé par M. Voilà. Donc on le calcule, hein. Donc AZ égale, F, ça vaut combien? 0,010 sur 20 grammes. 20 grammes, ça fait 20 10.3, 2 10.2, donc ça fait 0, ça. Donc ce qui fait 0,50. Voilà. Alors soit vous pouvez mettre 0,50 comme ça, ou, donc là c'est une fonction, ou si vous mettez là une valeur, mètre seconde carré. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Donc maintenant que j'ai mon accélération, donc je le réécris ici, hein. Donc AZ égale... alors attendez. J'ai oublié un signe moins ici. Hein. Signe moins. Ok, le signe moins là, d'accord. Voilà. Alors, j'ai AZ égale moins 0,50. Donc on écrit la relation entre l'accélération et la vitesse. Voilà. Donc du coup, pour trouver la vitesse, on intègre ça. Donc moins 0,50 t. Alors la vitesse initiale. Donc là, on a dessiné en plein milieu du mouvement. Hein. On va dire que, bon, il a été lancé par là, hein, on va dire ici. Voilà, donc la vitesse initiale, elle est comme ça. Hein, V0. Ok, le vecteur est 0. Je vais faire en noir, parce que c'est une autre grandeur.
Voilà. V0, donc l'abscisse de la vitesse à t égale 0, donc donc si je projette, hein, le sens est le même, donc c'est positif, donc ça fait plus V0. Plus V0, bon j'écris ça comme ça, plus V0. Ensuite, alors maintenant on met la relation entre la vitesse et la position, V égale OM point, dérivée de la position, donc Z égale, hein, Z de T égale, alors on peut écrire 2T ou pas, hein. Alors on intègre ça, donc ce qui fait moins 0,25, moins 0,25, bon, on va recommencer, moins 0,25 fois t carré plus v0t, et on regarde s'il y a une position initiale dans l'énoncé. Alors ça, c'est pas précisé, on ne sait pas, donc on va tout simplement se dire que le stylo a été lancé à x égale 0. À t égale 0, sa position est nulle. Donc soit on met rien, soit on met plus 0, bon, voilà, comme vous voulez. Voilà. Et bien voilà, j'ai les équations horaires. Alors, quelle est la distance parcourue par le stylo? Bon, avant qu'il s'immobilise, bien sûr, hein, une fois qu'il s'est immobilisé. Alors, 3, eh bien, c'est toujours pareil. On va d'abord chercher la durée du trajet. Donc, on va écrire à la date T1, le stylo 7 immobilisé. Autrement dit, V... Ah, pourquoi j'ai pris Z, moi? Ah, excusez-moi, je rédige mal, là, hein. Pourquoi j'ai pris Z? C'est X, là, hein, d'accord, hein. Excusez-moi. Hein. Voilà, X partout, hein, d'accord. X, parce que c'est horizontal, vous voyez, hein, parce que j'étais dans l'exercice d'avant, hein, c'est horizontal. X, voilà, hein. Vx de T1 égale 0. Voilà, donc on écrit ici, donc moins 0,50, hein, moins 0,50 fois T1 plus V0, hein, ça c'est VZT1 égale 0. Donc du coup, T1 est égal à V0 sur 0,5. Hein, sur 0,50. Alors là, V0, ça vaut 60 cm par seconde. Alors attention, il faut mettre en mètres. Donc ça fait 0,60. Hein, il faut mettre en mètres par seconde. Hein. Donc 0,60 divisé par 0,5. Donc ça revient multiplié par 2, donc ce qui fait 1,2 secondes. Voilà, 1,2 secondes. Donc ça, c'est la durée du trajet. Et ça, je l'injecte dans x de t1. Donc je mets un petit point ici, un petit point là. Donc x de t1 est égal à moins 0,25 fois 1,2 au carré plus 0,60 fois 1,2. Alors ça, j'ai fait le calcul. On trouve combien? 0,36. Voilà. Bon, voilà. Donc là, le x, il n'y en a pas un, tac. Et là, c'est bon. XX. Donc voilà pour cet exercice. Donc on revient au cours. Ça et ça. Alors, je clique là-dessus. Alors, hop. Ah ben, deuxième exercice. Alors celui-là, il est moins classique. Bon voilà, j'ai voulu faire... ce que je vous ai donné là, c'est classique. On va dire que c'est classique, ce que je vous ai donné. Mais ça, c'est moins classique. Mais quand même, voilà, pour changer un peu. Alors, donc on vous donne ces données. On étudie le mouvement d'une fusée pendant la phase de décollage. On assimile la fusée à son centre de gravité G. La masse de la fusée est de 150 tonnes. Déterminer la valeur minimale de la force de poussée des moteurs de la fusée en utilisant la deuxième loi Newton. Bon, alors, pour répondre à cette question, en fait, on n'a pas besoin de la deuxième loi Newton. C'est assez intuitif. La fusée, elle est attirée par la Terre. Il y a une certaine force qui l'attire par la Terre. Ben, il faut que la force de poussée, elle soit supérieure à cette attraction. Donc l'idée, c'est de dire que la force de poussée F doit être supérieure au poids. Voilà, on va aboutir tout simplement ça comme conclusion.
mais simplement, voilà, on va l'utiliser avec la deuxième méthode. Alors on va faire deux méthodes, une méthode géométrique, une méthode analytique. Voilà, donc bon, alors on commence. Donc système fusée, référentiel terrestre galiléen. Alors le bilan des forces, eh bien l'attraction de la Terre et la force de poussée des gaz, les gaz qui s'échappent, ils poussent sur la fusée. Bon, c'est un peu abstrait, mais bon, ça il faut un peu l'admettre. C'est la poussée des gaz qui s'échappent qui propulse la fusée en avant, en fait. Comme un ballon de baudruche, si vous voulez. Les ballons de baudruche, quand ils se dégonflent, c'est l'air qui est éjecté qui pousse le ballon. Voilà, donc c'est la force exercée par l'air éjecté sur le ballon, ou sur la fusée. Alors, on dessine les forces. Alors, voilà, P, et puis bien sûr F plus grand. C'est comme l'ascenseur, F plus grand. Alors ensuite, MA égale somme des forces extérieures. MA égale, voilà, P plus F, d'accord, ok. Alors ensuite, première méthode. Alors, on va faire une méthode géométrique, en dessinant les vecteurs. Alors, ce qu'on va dire déjà, c'est que la fusée, elle part de 0, sa vitesse est nulle, et puis sa vitesse augmente, et puis son mouvement est vertical. Donc le mouvement de la fusée, il est mouvement rectiligne accéléré. Donc ça veut dire que le vecteur A, d'après le cours sur la cinématique, le vecteur A a le même sens que le vecteur V. Le vecteur V, il va vers le haut, donc forcément, c'est un fait, le vecteur A, il va vers le haut, puisqu'on a un mouvement accéléré. Comme voilà. Mouvement rectiligne accéléré, A et V, même sens, donc le vecteur A, je le dessine comme ça. Du coup, le vecteur M fois A, il suffit de multiplier ça par M est positif, donc ça va être vers le haut aussi. Donc là, j'ai dessiné le vecteur MA. Bon, ce vecteur MA, ça doit être égal à P plus F. Donc maintenant, je vais utiliser ça, ça doit être égal à P plus F. Donc je vais faire P plus F, et il faut que je trouve MA. Bon, alors je vais d'abord mettre F, donc voilà, F comme ça, et puis P rejoint forcément ici. Donc ça veut dire forcément, même si on l'avait mal dessiné avant, eh bien que P est plus petit que F, forcément. Ça ne peut pas être autrement. D'accord ? Parce que le vecteur MA doit être égal à ça, donc c'est-à-dire que le vecteur P plus F doit être égal à ce vecteur-là. Donc ce vecteur-là, c'est la résultante de ces forces. Donc graphiquement, je pars du début de ma construction et je tire une flèche jusqu'à la fin de ma construction. Bon, bref, d'après la construction, la valeur de F, la flèche F, entre guillemets, est plus longue que la flèche P, donc ça veut dire que la valeur de F est supérieure à la valeur de P. Voilà, d'après la construction, donc ça c'est les normes, norme de F supérieure à norme de P, voilà, P c'est mg, donc, bon alors j'ai calculé, d'accord, ok, oui, tout simplement il faut calculer, donc voilà, F supérieur à ça, ok, alors maintenant, deuxième méthode, donc je reprends ça, et le schéma, d'accord? Voilà, ça et le schéma. Alors ce que je fais, là je vais faire le truc classique, je vais chercher A, je vais chercher comment s'appelle, la relation MA égale F, ça sert à trouver l'accélération, la plupart du temps c'est ça, à trouver A, donc là AZ en l'occurrence. Donc je remplace P par mg, et puis je vais tout diviser par M. Oui, alors donc je dessine G vers le bas, d'accord. Donc voilà. Alors maintenant, je projette tous ces vecteurs sur l'axe Z. Projection sur l'axe Z. Alors donc je vais y aller progressivement. Donc le vecteur A, il est mouvement rectiligne uniforme accéléré, donc il est sur l'axe Z. Donc je vais dire AZI. Ça c'est GZ. Alors c'est J, j'ai pris J. AZJ, GZJ et FZJ divisé par M. Voilà. Je peux rayer tous les J. Et puis donc AZ c'est ce que je cherche, donc je le laisse. Alors GZ et FZ c'est des données en quelque sorte, donc je peux préciser les coordonnées. Alors GZ, eh bien GZ sa coordonnée, donc le vecteur G comme ça il est opposé à l'axe Z, donc premièrement GZ est négatif et sa valeur c'est moins G. Et FZ lui son sens est le même que pour F, c'est le même que le sens de l'axe Z, donc la coordonnée de F va être positive, donc ça va être plus F. Voilà, j'ai mis ça comme ça. Voilà, donc ça, je le mettrai plus. Voilà, je l'ai mis dans les exercices, dans le cours, mais dans les exercices, voilà, je le rédigerai toujours comme ça. Voilà. Et puis,
d'une façon générale, dans le livre, on passe de là à là. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Maintenant, voilà, on a AZ. Alors maintenant, on peut dire que AZ, AZ est vers le haut. Hein. Ça, on le sait, parce que d'après l'énoncé, on étudie la phase de décollage. La vitesse de la fusée est nulle, donc la vitesse de la fusée augmente, donc c'est un mouvement accéléré. Si le mouvement est accéléré, c'est ce que j'ai dit juste avant, le vecteur A est vers le haut. Donc concrètement, ça se traduit par AZ positif. AZ est forcément positif. Voilà, donc je vais dire que ça c'est positif. Donc du coup, tout ça c'est positif. Voilà, et donc maintenant je cherche F. Parce que le reste je le connais, donc ça je le passe de l'autre côté, donc j'ai F sur M supérieur à G, et donc F, donc je multiplie de chaque côté par un nombre positif, donc ça ne change pas le signe de l'inégalité, donc F supérieur à MG. Voilà, c'est ce qu'on avait trouvé. D'accord. Allez, exercice 3, et c'est fini. Alors, mouvement circulaire, donc on va appliquer F égale MA avec un mouvement circulaire. Donc, on lit un petit peu l'exercice. Donc, on a un enfant là qui joue avec une fronde, un caillou ici, et puis l'enfant, donc un petit sac, en gros, pour faire simple, un petit sac avec un fil, et puis voilà, il fait tourner comme ça le petit sac, et donc on a le sac a un mouvement circulaire. D'accord. Circulaire uniforme. Donc je lis. Un enfant utilise une fronde pour lancer un caillou de masse m, donc ça c'est avant qu'il lance le caillou. Hein. Le mouvement du caillou est circulaire uniforme, sa vitesse vaut en gros 9 mètres par seconde, le rayon du cercle 42 cm en gros, on étudie le mouvement du caillou. Hein. On néglige le poids du caillou par rapport à la force de tension T de la corde. Donc la corde elle est bien tendue, et on peut dire que le poids du caillou est négligeable. Hein. En tous les cas c'est écrit. Alors, là j'ai mis une question, bon c'est juste comme ça, vous n'aurez pas ça au bac, mais bon, je l'ai mis entre parenthèses, c'est pas très important. Pour appliquer la deuxième loi de Newton, peut-on choisir la fronde comme référentiel? C'est-à-dire que l'observateur, hein, il est lié à la corde, hein, il est lié au petit sac si vous voulez, constituant la fronde. Hein, c'est-à-dire qu'on imagine un petit observateur qui est sur la corde ou sur la fronde. Est-ce qu'on a le droit de prendre ça comme référentiel? Eh bien non, ce référentiel il existe, hein, mais c'est pas un référentiel galiléen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas immobile ou il n'est pas rectiligne uniforme. Hein, c'est un référentiel qui tourne. Oui, alors ce que j'ai oublié de préciser, pourquoi il faut prendre des référentiels galiléens? Parce que pour que la relation MA égale somme des forces extérieures fonctionne, hein, pour que la deuxième loi de Newton soit valable, il faut que le référentiel soit galiléen. Sinon, ça ne marche pas. D'accord. Bon. C'est pour ça qu'à chaque fois on dit référentiel galiléen, ça veut dire je suis autorisé à utiliser F égale MA. Bon voilà, donc ça on l'écrit. Alors non, car on doit choisir un référentiel immobile ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Ce n'est pas le cas de la fronde. D'accord. D'accord, donc vue dessus. Bon. Alors déterminer la valeur de la tension. Alors voilà, T de la corde. Bon, bah franchement, on se doute qu'il... Ah bah ouais, c'est vrai que là, c'est un exercice de cours. Donc on se doute que il faut utiliser F égale MA. De toute façon, voilà, à partir du moment où on vous demande une valeur de force, voilà. Donc vous cherchez F égale MA. Donc du coup, bah, le plan, hein, système, référentiel, etc., bilan des forces. Hein. Donc on y va. Système caillou, référentiel terrestre galiléen, bilan des forces. Alors donc il y a... donc le système c'est le caillou, donc quelles sont les forces subies par le caillou? Le poids, d'accord? Et puis la corde qui tire sur le poids, d'accord? Voilà, il y a une corde, donc la corde exercée par le caillou, ou si vous voulez, le caillou il est sur un sac, il est dans un sac comme ça, voilà, mais le sac il est tiré par une corde, donc si vous voulez, le sac il empêche le caillou de partir, hein, donc voilà, donc si ça tourne comme ça, le sac, et la corde est là, hein, le sac il empêche le caillou d'aller plus loin, donc le sac il tire vers l'intérieur de la corde, voilà. Donc soit on dit la force exercée par la corde sur le caillou, donc c'est une force qui va vers l'intérieur du cercle, soit on dit c'est la force exercée par le sac sur le caillou, comme on veut. Alors cette force, on l'a appelée T, hein, je crois qu'ils disent, hein, voilà, la tension T de la corde. Donc on va faire simple, on imagine un caillou et une corde, voilà. Et le caillou, la corde est fixée au caillou. Bon, ça simplifie comme ça. Voilà. Donc ça ne correspond pas tout à fait à ce dessin-là. Donc, hein. Voilà.
alors que oui, alors BF, et puis c'est tout. Hein. Donc la tension de la corde qui tire, donc, et le poids. Alors, cependant, on a dit que le poids était négligeable, donc on ne va pas mettre le poids. Voilà, donc il n'y a que ça. Force qui empêche le caillou de s'éloigner, d'accord. Hein, voilà. Ok, donc la corde et le caillou. Bon, très bien, bon, bah, on écoute MA égale somme des forces extérieures, MA égale T, d'accord. Alors, le mouvement est circulaire uniforme. Le mouvement est circulaire. Donc on connaît l'expression du vecteur accélération dans le cas d'un mouvement circulaire. On l'écrit. Hein, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Hein. Donc on l'écrit. Voilà, donc c'est cette formule-là qu'on avait vue. Qu'on va simplifier, c'est ce que je vous disais, parce que le mouvement est circulaire uniforme, donc la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, la dérivée est nulle. Donc ce terme-là s'en va. Hein, la dérivée de la valeur de la vitesse. Hein, et la valeur de la vitesse est nulle. Voilà, donc ce terme-là s'en va, c'est ce que j'ai dit, donc voilà. Donc du coup, le vecteur accélération est simplifié, on a ça. Donc l'expression du vecteur accélération, je vais la mettre ici. Hein. Donc on va voir m fois ça égale t. Oui, alors j'ai mis le vecteur, d'accord, j'ai mis le vecteur petit n, hein, ici, hein, normal, qu'il faut savoir. Voilà, alors maintenant on va projeter ce vecteur, hein, puisque maintenant on cherche la valeur. Hein. Donc toujours pareil, on projette ces vecteurs, on fait une projection des vecteurs dans le repère d'étude. Le repère d'étude, bah, c'est le repère mn, hein, c'est la base mn. Voilà. Donc du coup, bah, ça je peux le recopier, alors je vais y aller progressivement. Alors le vecteur t, vous voyez le vecteur t, il est comme ça, il est collinaire de même sens à n, donc je vais écrire que le vecteur t, eh bien c'est la norme de t fois le vecteur petit n. Voilà. Norme de t fois le vecteur petit n. Donc on enlève les n et on a la valeur de t. Hein. T égale ça. Voilà, et on remplace. Voilà, donc il n'y a pas de... Ah oui, simplement, je crois que c'était 42 cm, donc il fallait faire attention là pour convertir en mètres. Voilà, hein, 14,9. Alors, il y avait une troisième question, on vous demandait de montrer que cette... Parce qu'on vous a dit, au début de l'énoncé, on vous a dit le poids est négligeable devant la tension du fil. Bon, bah, maintenant on va vérifier, est-ce que c'était vrai ça finalement? Donc on va comparer le poids à cette force-là. Donc le poids c'est mg, donc on calcule mg, donc ça donne ça. Donc vous voyez, le poids est beaucoup plus petit que ça. Alors on peut voir combien de fois plus. Donc on divise la grande valeur par la petite valeur. Voilà, donc voilà, il y a un rapport 20, donc oui, effectivement, T, alors peut-être pas négligeable, mais il est très supérieur à P. Voilà. Eh bien, vous faites l'exercice 4. Vous mettez en pause, vous faites l'exercice 4. Ça et ça. Donc ça, je remets comme il faut. Alors, exercice 4. Alors, on étudie le mouvement d'un bobsleigh de masse 200 grammes quand il se trouve dans un virage. Le schéma ci-dessous montre le bobsleigh pendant le virage. On néglige les frottements sur la glace, on néglige le poids du bobsleigh. Le bobsleigh se déplace à vitesse de 144 km/h et le rayon de courbure de la piste est d'environ 50 mètres. Hein, voilà. Donc le bobsleigh il tourne comme ça et le rayon, ça c'est un cercle, hein, c'est un arc de cercle et le rayon fait 50 mètres. Hein, virage, bobsleigh. Donc là il est carrément à la verticale, hein, vous voyez. Voilà. Alors c'est un QCM, d'accord, c'est un QCM, alors on lit un peu les questions, le vecteur accélération, alors, vrai ou faux, hein, le vecteur accélération est-il constant, l'expression du vecteur accélération est, voilà. Bon, alors, on a un mouvement circulaire, pour la première question, on a un mouvement circulaire, voilà, comme ça, voilà, ici, tac, voilà, voilà. Donc à la date, alors, en plus de ça, quand même, on précise, le vecteur, la vitesse est constante. Hein. La vitesse est constante, et bien dans ces cas-là, bon alors je peux l'écrire, hein, A, c'est égal à dv sur dt u de t plus v carré sur r un. Voilà. Comme la vitesse est constante, v égale constante, et bien donc dv sur dt égale 0, et donc l'accélération est égale à v carré sur r un, c'est ce qu'on vient de trouver juste avant, et on dit que l'accélération est centripète. Hein.
accélération centripète. Hein. Donc ça veut dire qu'elle est dirigée vers le centre du cercle. Donc au point M1, le vecteur accélération, alors le centre du cercle il va être là. Au point M1, eh bien, on a A1 qui est comme ça. Au point M2, eh bien, on a l'accélération qui est comme ça. Voilà. Donc manifestement, bah, ce n'est pas les mêmes vecteurs. Hein. La direction n'est pas la même. Alors la valeur du vecteur est la même. Hein. Voilà. Mais la valeur du vecteur accélération, c'est v carré sur r, puisque v est constant, c'est la même, mais pas la direction. Et ce qu'on vous demandait, c'était le vecteur. Hein. Donc le vecteur accélération, il est constant. Non, il n'est pas constant. La valeur du vecteur accélération est constante. Voilà. Bon, donc du coup, faux. Hein. Donc faux, hein, je mets ça comme ça. Alors ensuite, l'expression du vecteur accélération est comme ça. Bon, donc là, vous voyez, c'est exprimé avec les forces. Donc là, il faut utiliser F égale ma. Hein. Donc bon, alors je le fais oralement, peut-être parce que c'est pas très utile, c'est un QCM. Donc système bobsleigh, référentiel terrestre galiléen, la somme des forces extérieures. Alors BF, ça on le fait. Hein, sur le bobsleigh. Voilà, le bobsleigh, je le dessine comme ça. Ça c'est le virage. Hein, et le bobsleigh, il est là. Voilà. Bon, alors, le poids, hein, il y a le poids, comme ça, voilà. Et ça, c'est le support du bobsleigh. Alors, c'est un support particulier, je sais qu'il est horizontal. Mais si vous voulez, l'idée est la suivante. Si on enlève ça, ben, le bobsleigh, il part, d'accord, hein, voilà, le bobsleigh, il pousse là, d'accord. Donc, le support, lui, il agit, il empêche le bobsleigh d'aller plus loin. Donc, c'est une réaction du support particulière, dans le sens où le support est vertical, mais c'est comme une réaction du support. Donc, on va écrire Rn, comme ça. Voilà. Et dans l'énoncé, on vous dit que P est négligeable devant... Donc en fait, P est tout petit, hein, il est négligeable devant Rn. Donc on va mettre que Rn. Voilà, Rn. Bah parce que c'est tout, il n'y a rien d'autre. Alors on vous dit qu'on néglige aussi les forces de frottement, donc du coup, il n'y a que ça, quoi. Alors, voilà, Rn. Alors donc du coup, eh bien on écrit Ma égale somme des forces extérieures. Ma égale Rn. Voilà. Et donc, donc on isole A. Hein, A égale Rn sur M. Voilà l'expression. Or, manifestement, c'est pas cette expression-là. Donc là, il y a un F en trop. Donc c'est aussi faux. Voilà. Ensuite, on vous demande de déterminer la valeur de la réaction du support. Donc on vous demande de trouver ça. Donc il faut projeter, donc 3. Donc projection dans le repère MUN. Donc ça, je le fais, voilà, ici. Hop, ça c'est le centre du cercle, ici. Ça c'est le vecteur UN, hein, qui est dirigé vers le centre du cercle, orthogonal. Donc du coup, alors je vais reprendre ça. Je vais reprendre ça avec ça. D'accord. Donc M fois V carré sur R UN est égal à Rn. Voilà, donc maintenant je fais la projection. Hein. Alors, bon, ça j'aurais dû l'écrire avant. Je fais la projection. Donc Rn a le même sens que UN. Donc du coup, ça va donner Rn est égal à mv carré sur r. Donc ça fait alors m, la masse c'est 200 kg, fois, alors il faut faire attention à la vitesse, parce que, donc la vitesse, bon c'est pas très bien rédigé, donc je vais prendre ça ici. La vitesse, il faut la mettre, donc la vitesse, on a dit 144 km/h. Donc ça fait 144 divisé par 3,6, et donc ça fait, alors je l'ai mis où ça? Ici. Voilà, c'est là. Ça fait 40,0 mètres par seconde. Voilà. Donc du coup,
40,0 au carré divisé par R, 50. Et ça fait 6,4 fois 10 puissance 3 newton. Voilà. Voilà. Et bien ce cours est fini.